Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Vali, raconte-moi une histoire. Je vais vous raconter les contes et légendes de France de Jean Portail. Nous allons commencer par la Bretagne. Très belle écoute à tous. Brocéliande ou la forêt enchantée. La forêt de Brocéliande n'est pas un lieu chimérique, elle a existé. Elle existe couvrant une partie du Morbihan. Seulement on l'a débaptisée, elle s'appelle maintenant la forêt de Paimpont. Gardons-lui, voulez-vous, son nom de légende. Là se déroulaient les cérémonies druidiques, et vous en connaissez la plus spectaculaire, la cueillette du gui à l'aide d'une faucille d'or. Merlin passe pour avoir été le grand maître de l'antique religion. Sage entre les sages, on venait de loin solliciter ses avis. Il avait sa place à la table ronde du roi Arthur. Il voyait l'avenir. Quelques-unes de ses prophéties enrichissent, paraît-il, les archives de la ville de Vannes. D'autres troublants pouvoirs lui valurent le surnom d'enchanteur. Son âge, nul ne l'a jamais su. C'était presque comme s'il n'était jamais né. De vieilles gens affirmaient l'avoir connu dans leur enfance, tel qu'il était 60 ou 80 ans après. S'agit-il de l'un de ces génies de la nature, doués de fabuleuse longévité et qui, plus merveilleux privilège, restent jeunes jusqu'à leur mort? Car la mort, elle, ne les épargnerait pas. Mais il est un accident qui, pas davantage, n'épargne les individus. Serait-il demi-dieu, serait-il des sages? Merlin tomba follement amoureux. Elle se prénommait Viviane. Ses yeux avaient la couleur changeante de la mer et, comme font les filles d'aujourd'hui, elle laissait épars sur ses épaules ses longs cheveux d'un ton doré d'argent. Elle venait souvent se promener dans la forêt, déjà centenaire, aux arbres chargés d'oiseaux, comme ils ne le sont plus, hélas. Puis elle s'asseyait près de la fontaine et rêvait. Elle rêvait à celui qu'elle ne connaissait pas encore, mais qu'elle se représentait avec précision. De haute taille, des yeux comme ci, des cheveux comme ça. Et soudain, ce jour-là, près de la fontaine, son rêve cessa d'être un rêve. Un jeune homme la saluait, si semblable à l'immatérielle figure que son premier mouvement fut d'effroi. Vous l'avez deviné, c'était sous l'apparence trompeuse l'enchanteur. Il aurait pu la séduire par ses seuls moyens, car il était bel homme, et nous le savons, jeune en dépit des ans. Sans doute avait-il compté sur l'effet de surprise. « Qui êtes-vous » balbutia Viviane éperdue. « Rien qu'un baladin sans mauvaise intention, damoiselle. » Baladin? Son prince charmant pouvait-il n'être qu'un baladin? Que faites-vous en ces lieux? Je me rends au manoir ici, près. Il désignait les tourelles qui se dressaient au-dessus des arbres. Il appartient à mon père, le vassal d'Ionas. Elle y avait mis une pointe d'orgueil, comme pour se persuader elle-même de ce qui la séparait d'un baladin. Du même ton, elle laissa tomber. Il attend ce soir de nobles invités. Et j'ai désir de leur complaire, répondit l'enchanteur. Elle soupira. Ah, quel beau mari! S'il n'eût été l'un de ces pauvres airs, musiciens ou poètes, à l'escarcelle mal garnie. Ah, quel beau mari!
Mais je ne vois pas votre vielle. Je suis faiseur de tours, damoiselle. Cependant, s'il vous sied d'ouïr un lait joli. À peine avait-il parlé qu'une vielle était entre ses mains, dont il tira des sons si doux en accompagnement à sa tendre complainte que les oiseaux se turent pour l'écouter. Et quand il eut fini, la vielle avait disparu, évaporée avec la dernière note. « Oh !» s'écria la jeune fille, élevant ses longues mains jointes. « Où avez-vous appris ce tour-là ?»« De Merlin, mon maître. » Elle le regarda avec une complaisance nouvelle. Élève du grand druide, ce prestige rapprochait les distances. Vous enseigna-t-il d'autres tours? Il sourit et d'un geste de commandement traça haut dans l'air un cercle. Alors la forêt de se métamorphoser. Un superbe château en occupait le fond, et de ses fenêtres ouvertes s'échappaient des musiques exquises et des rires. Dans les allées rectilignes, comme des allées de parc, des seigneurs et des dames, tous en riches atours, peut-être les hôtes du château, marchaient d'un pas de promenade, par petits groupes qui se saluaient en se croisant. Viviane, haletante, à la fois attirée et craintive, contemplait tour à tour l'étrange baladin et ses sortilèges. Mais l'enchanteur l'entraînait doucement vers un enclos qu'elle voyait aussi pour la première fois. Sous leurs pieds, le sol humide aux cailloux aigus avait fait place à un sable lisse. De lourdes branches abaissaient jusqu'à eux leurs fruits géants. Combien de minutes ou d'heures s'écoulèrent avant que Merlin, d'un second cercle dans l'air, effaça seigneurs et dames et châteaux. La forêt avait repris son aspect coutumier, à l'exception du jardin merveilleux, car Viviane désirait y revenir. Mais par une autre magie, celle de l'amour, la jeune fille croyait voir pour la première fois sa vieille forêt. Sans doute fut-ce en ce même moment que l'enchanteur lui révéla sa feinte et quitta sa physionomie de circonstance. S'en aperçut-elle seulement. Il était à jamais à ses yeux tel qu'il lui était apparu près de la fontaine. Viviane, fille de Dionas, petit seigneur, était-elle fée, ainsi que la présentent des auteurs folkloriques. La fée Viviane. D'autres voient en elle la druidesse, qu'elle fut en tout cas et qui trouva, dans sa corbeille de noces, les dons que lui aurait concédés l'enchanteur. Fée ou druidesse, ou les deux, Viviane connut le langage des animaux et des plantes. Le grand livre de la nature n'eut pas de secret pour elle. Les fleurs s'inclinaient sur son passage. Mais il n'est pas de couple sans histoire, et ce fut une tragique histoire que suscita le bonheur de ces époux, si bien faits l'un pour l'autre. Une fée incontestablement authentique, une fée de naissance, Morgane, qui avait eu des vues sur l'enchanteur, ne lui pardonna pas sa préférence pour l'intruse, et elle décida de se venger. La faucille d'or dont Merlin, seul, était habilité à se servir, constituait un emblème plus sacré que n'est le spectre pour un roi. Qu'elle disparût et Merlin tomberait au rang des génies inférieurs, qui plus est coupable d'un manque capital de vigilance. Or, c'était à Viviane que se trouvait confié le soin de veiller sur le précieux symbole. Quelle belle occasion de l'accabler! La vengeance de Morgane serait complète. Pour l'exécuter,
elle requit les services d'une bande de Korrigans. Vous n'avez jamais vu de Korrigans? Quelle question! Comme s'il en existait encore dans nos forêts civilisées. Au temps de Brocéliande, il fourmillait. On aurait pu marcher dessus, car il ne quittait pas terre et n'était pas plus haut que le pouce, même dans leurs sabots. Des nains de nains, fort laids et tout difformes. Avec ça, les créatures les plus malfaisantes du monde des fées. Quand Morgane lui redit ce qu'elle attendait d'eux, ils ne se tarent pas de joie, bondissant lourdement et s'envoyant des bourrades. Ils voyaient en Merlin un ennemi personnel. Ne se mêlait-il pas de leur interdire les oisillons tombés du nid, de s'acharner sur les bêtes blessées, d'empoisonner les fleurs, de saccager l'herbe tendre? Tout dernièrement, il les avait mis en fuite, alors qu'ils se disposaient à dépecer un cormoran à l'agonie. Mais seul, il ne pouvait rien contre l'enchanteur. La protection, pour mieux dire la complicité de Morgane, leur assurait l'impunité. Découvrir la cachette de la Phocidore fut un jeu pour ces fureteurs. Au vrai, il n'y avait pas de cachette. Le suprême symbole reposait au creux d'un arbre mort. Quel naïf, ce grand druide, qui avait pensé que la crainte du sacrilège suffirait à écarter les voleurs, et de s'agripper au tronc desséché à qui se saisirait le premier de l'insigne objet du culte. Mais que se passait-il? Quel phénomène inouï! Un éclair, un horrible grésillement, et les grimpeurs retombèrent brûlés vifs. Parlerons-nous de court-circuit? L'enchanteur avait-il eu pouvoir d'asservir la force inconnue que, des millénaires plus tard, nous appellerons électricité? Il ne restait à terre qu'un monceau fumant de cendres. Au-dessus, à portée de main, intacte, brillait la Phocidore. Morgane paya cher son iconoclaste projet, et ce fut vite fait. Un jury extraordinaire se réunit sur le champ, qui la condamna à poursuivre son existence sous les traits d'une hideuse vieille, livrée au sarcasme et aux jets de pierre des enfants des hommes. Merlin intercéda pour elle. Peut-être ne lui avait-elle pas toujours été indifférente? Nous voulons dire avant qu'il rencontrât Viviane. Mais son meilleur avocat fut Viviane elle-même. Elle aimait trop son Merlin pour ne pas trouver des excuses au crime, passionnel après tout, de son infortuné rival. Les juges se laissèrent fléchir. Morgane resterait belle et jeune tant qu'elle vivrait, mais son interdiction de séjour en Brocéliande était maintenue. Elle achèverait son temps dans les profondeurs de l'océan, métamorphosée en sirène. La fière Morgane n'attendit pas la fin de la sentence pour se précipiter d'elle-même dans les flots. Le plou formidable retentit jusqu'au cœur de la forêt sacrée. L'indulgence dont elle avait bénéficié ne l'amenda pas. Il est vrai qu'elle n'éveilla qu'antipathie chez ses nouvelles compagnes, mises au courant des faits par une troupe de dauphins qui revenaient des côtes. Elle n'était pas invitée aux fêtes de dessous les eaux. Sa seule distraction consistait à appliquer son visage charmeur au hublot des bateaux, ce qui lui fut cause de grands désordres dans le personnel navigant. De nos jours encore, se chuchotent d'étranges choses concernant d'inexplicables disparitions en mer. Quant à Merlin et Viviane, qui furent heureux, eurent-ils beaucoup d'enfants? S'il fallait prêter créance à tous les on-dit, leur descendance peuplerait la Bretagne, et même la Bretagne d'au-delà de la Manche, le pays de Galles. Mais ainsi le veut l'évolution des mondes,
l'ère des druides s'est achevée. La nôtre lui succède, qui à son tour reculera dans le temps. Toutefois, oserions-nous jurer que l'on ne cueille plus le gui en Brocéliande, aux lunaisons favorables? Merlin, quand il sentit sa fin prochaine, aurait enterré la faucille d'or en un coin indiqué, sur un plan que se transmettraient les initiés. Il court d'autres bruits singuliers sur les sortilèges de Brocéliande. Celui-ci, par exemple, les indésirables, coupables de nuisances, comme on dit aujourd'hui, saccageurs de branches, dénicheurs d'oiseaux, etc., n'arriveraient plus à sortir de la forêt, elle se refermerait sur eux. Au contraire, vous serez les bienvenus en Brocéliande si vous y pénétrez d'un cœur pur et bon. Au plus pur, au meilleur, étant réservé le privilège d'y découvrir le jardin merveilleux de la première rencontre et la fontaine où Viviane rêva. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite pour un prochain conte.